Nous accueillons maintenant Clarence Cuillet qui a fait sa thèse sur le commerce alimentaire en Bretagne au XVIIIe siècle. Cette thèse vient de faire l'objet d'une publication aux presses universitaires de Rennes sous le titre « Les échanges du quotidien ». Donc c'est paru, je n'ai pas encore vu l'ouvrage, il est paru fin juin. Et on le lira avec grand intérêt. Le sujet de la communication aujourd'hui est plus large que le commerce alimentaire, puisque c'est le résultat d'une enquête qui couvrait l'ensemble du commerce, une enquête menée par l'intendance en Bretagne. Et donc, il s'agit des acteurs du commerce dans les campagnes bretonnes, d'après cette enquête de 1767. Là, tu as environ 25 minutes. Merci. Ah non. Là, ça fonctionne ? Ok, merci beaucoup. Et merci tout d'abord pour l'invitation à venir donc vous parler aujourd'hui d'une enquête donc, de 1767 sur les marchands bretons. Alors c'est une enquête effectivement que j'ai d'abord rencontrée lorsque j'ai fait ma thèse sur le commerce alimentaire au XVIIIe siècle et dont j'ai repris une partie des données pour la publication et des données plus générales donc, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en 1767, l'intendance de Bretagne lance une enquête sur les métiers de la province de Bretagne qui ne sont pas en jurande, c'est-à-dire réunis en corporation. L'intendant va demander à ses subdélégués de recenser les acteurs du commerce et de l'artisanat des paroisses qui font 250 feux et plus, soit au total, lorsqu'on prend les données, à peu près 300 localités. Donc au final, l'enquête va concerner finalement la majorité de ceux qui vendent, de ceux qui fabriquent et de ceux qui transforment les produits, parce qu'en Bretagne, seuls quelques métiers et dans quelques villes sont en jurande. C'est le cas par exemple à Brest, à Dinan, Morlaix, Nantes, Rennes et Saint-Malo, qui ne figurent donc pas dans cette enquête. Et donc en somme, pour la plupart des localités bretonnes, il s'agit d'un recensement finalement général des activités marchandes qui s'y exercent. Alors sur le terrain, les subdélégués semblent avoir adressé un questionnaire au syndic de paroisse, questionnaire dont on ne dispose d'aucun exemplaire, mais qui sans doute, au regard des réponses, fait la liste d'un certain nombre de professions, les syndics ensuite attestant de leur présence ou non dans la paroisse. Alors dans leurs réponses, certains se contentent de reprendre les données du rôle de capitation, et quelques-uns, alors trop rares malheureusement pour nous, complètent la liste qui leur est proposée et commentent les chiffres qu'ils vont donner, dressant un panorama à la fois plus complet, mais aussi plus personnel finalement de leur paroisse. Alors sur le papier, les données apparaissent au premier abord prometteuses, mais elles doivent être toutefois prises et considérées avec un sens critique important parce que la précision des réponses varie, parce que les appellations aussi utilisées parfois diffèrent, de même que le niveau d'affaires des acteurs qui est rarement indiqué. Alors en dépit de ces limites, il n'en reste pas moins que cette enquête est un outil de travail assez exceptionnel pour comprendre l'organisation du commerce en Bretagne, dresser aussi un tableau de la répartition des métiers dans la province et particulièrement en milieu rural. Et elle offre la possibilité finalement de différencier la centralité et la spécialisation des pôles commerciaux bretons. Alors ce n'est pour l'instant, et jusqu'à présent, pas véritablement ce qui a intéressé les historiens, pour qui cette enquête n'est absolument pas inconnue. Mais finalement, jusqu'à présent, chacun y a prélevé un petit peu les informations qui l'intéressaient, moi y compris, dans mon travail de doctorat, laissant finalement la globalité de cette enquête un petit peu de côté, et c'est ce à quoi je m'attacherai aujourd'hui. Parce que cette enquête, on la retrouve dès le début du XXe siècle dans les travaux d'Henri C, on la retrouve un peu plus tard chez Claude Nière, on la retrouve aussi ponctuellement dans d'autres travaux plus récents. Donc moi, je vous propose aujourd'hui d'avoir un regard un peu plus neuf sur cette enquête, mais peut-être avant d'entrer de plein pied dans les résultats que l'on peut observer, quelques mots sur le contexte breton de 1767. Alors en 1767, la province de Bretagne offre un visage pluriel. C'est une province réputée étrangère, donc fiscalement séparée des autres par une barrière douanière ancienne,
avec une économie diversifiée, alors fondée sur la culture des céréales, l'élevage, la pêche maritime, la production de toiles, vous en avez entendu parler, toiles qui ont dopé les exportations de la région dès le XVIIe siècle notamment. Mais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc celui qui nous intéresse, cette économie toilière a été fragilisée par les conflits et la concurrence internationale, et de fait, le commerce reste alimenté, bien entendu, par ces toiles, mais aussi par les produits de la mer, et aussi auxquels s'ajoutent les produits du monde rural, et auxquels s'ajoutent les marchandises aussi qui viennent des Antilles au XVIIIe siècle et d'Asie, dans les ports de Lorient et de Nantes essentiellement. Sur le plan démographique aussi, la province affiche un visage contrasté, puisque sa population est essentiellement répartie sur les côtes, et à l'échelle du royaume, elle connaît une croissance moins rapide que dans le reste de ce dernier. Donc dans ce contexte, la vitalité finalement des régions littorales contraste avec les difficultés de certaines zones rurales enclavées, et la zone que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui traduit les dynamiques variées de la province. Alors, pour vous montrer un petit peu l'espace auquel j'ai choisi de m'intéresser, donc il concerne quelques subdélégations seulement, puisque si cette enquête concerne toute la Bretagne, théoriquement, eh bien finalement les données qui apparaissent dans les sources ne sont que celles des subdélégations qui apparaissent en grise sur la carte. Et moi, les données que je vais vous présenter aujourd'hui comportent 7 des 23 localités concernées par l'enquête. Donc il s'agit des subdélégations les mieux renseignées, j'ai fait un choix encore pour aujourd'hui, donc Corlay, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Montauban, Malétroit, Pontivy et Quintin. Donc au total, une centaine de paroisses sont concernées par l'étude que je vais vous présenter. Ces subdélégations donnent à voir une Bretagne centrale, aux possibilités naturelles souvent médiocres, une Bretagne centrale en partie pauvre et en partie enclavée. Alors c'est dans la partie nord de cette zone que sont produites les toiles dites Bretagne depuis le XVIe siècle, des toiles de lin fines, fabriquées par des paysans tisserands ruraux très nombreux, plusieurs milliers d'entre eux, toiles qui sont vendues à des marchands fabricants, puis principalement acheminées vers Saint-Malo, d'où elles sont exportées. Alors on trouve également dans cette zone quelques pôles urbains avec une forte présence artisanale où se tiennent les marchés aux toiles structurant la zone, donc Pontivy, Quintin, zone des marchés de la manufacture des toiles Bretagne avec Uzel et Loudéac. Donc des pôles qui sont des nœuds de communication importants pour certains d'entre eux dans la traversée notamment nord-sud de la province. Alors dans le reste de la zone étudiée, l'agriculture domine, c'est le cas notamment dans la subdélégation de Montauban, mais aussi dans celle de Malétroit, où là on a également le travail du cuir. Donc à partir de ces données concernant ces subdélégations, à partir aussi des données démographiques les plus complètes que nous avons pour le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le recensement de 1793, on va s'interroger donc sur le nombre des acteurs du commerce présents dans ces villages bretons. On va réfléchir aux logiques d'implantation de ces acteurs et on va également questionner la nature et la pluralité de leurs activités. Alors pour commencer, combien sont-ils ces marchands ? Alors l'ensemble géographique étudié laisse apparaître des localités au profil très varié, certaines à très forte présence artisanale, d'autres composées majoritairement de laboureurs. Alors, mais peut-être que, pour commencer, rappelons que sur l'ensemble des localités étudiées, on a une démographie différente. Au total, et d'après donc, le recensement de 1793, donc 14 localités comptent plus de 3000 habitants. Alors, 3000 habitants, pas forcément agglomérés dans le bourg, 3000 habitants au total. 37, par exemple, entre 1000 et 2000 habitants, et 25 d'entre elles, moins de 1000 habitants. Et dans ces campagnes, la présence marchande en 1767 n'est pas rare. Alors au total,
dans la zone donc, étudiée, on compte un peu plus de 900 marchands, ce qui fait 5,72 marchands pour 1000 habitants. Parallèlement, on compte près de 2750 individus qui sont qualifiés d'artisans ou ouvriers, beaucoup travaillant comme tisserands. Alors une fois qu'on a dit ça, voyons la présence des acteurs en fonction de la taille des localités. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans un tiers seulement des villages de moins de 500 habitants, on trouve un marchand. Alors marchand principalement de produits agroalimentaires ou de menus marchandises. Entre 1000 et 2000 habitants, ce sont à peu près plus de 80%, 83,5% des localités qui comptent au moins un marchand. Et au-delà de 2000 marchands, au-delà de 2000 habitants, on trouve des marchands dans toutes les localités. Alors néanmoins, on a des différences, puisque au sein de la zone toilière, les chefs-lieux de subdélégation que sont Pontivy et Quintin vont se démarquer avec une présence marchande plus importante, autour de 30 marchands pour 1000 habitants, ce qui est beaucoup plus que pour l'ensemble de la zone. Et cet équipement de 30 marchands pour 1000 habitants fait écho à celui globalement des villes de la province. Mais de manière globale, avec 5,72 marchands pour 1000 habitants, cette Bretagne rurale reste bien moins équipée en marchands que d'autres provinces. Des statistiques, des données ont été relevées pour d'autres provinces, comme la Lorraine. En Lorraine, on trouve pour la même période, donc vers 1770, c'est Julien Villain de l'Université d'Ivry qui a fait les calculs, 7,8 marchands pour 1000 habitants. Donc on a un différentiel pour cette Bretagne. En Normandie, c'est même la même chose, on trouve bien davantage de marchands pour 1000 habitants. Donc une Bretagne équipée, Bretagne centrale équipée en marchands, mais moins probablement qu'ailleurs. Alors que font-ils, ces marchands ? Eh bien, la nature de leurs activités est variée, allant de la commercialisation de production locale, que sont les grains, les bestiaux, le beurre, le textile, le cuir. On va aussi avoir des marchandises foraines, comme l'épicerie, comme les marchandises d'épicerie ou les merceries. Alors globalement, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que on trouve à peu près les statistiques suivantes, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de pourcents de ces acteurs qui vendent des produits agroalimentaires et des marchandises, menus marchandises comme du beurre, du miel, des bestiaux, des grains, des sabots, des pots, etc. Près de 30% sont bouchers ou boulangers. 20% des marchands indiqués dans cette enquête vendent des toiles ou des draps. 22% débitant des articles de mercerie ou d'épicerie. Mais là encore, on voit une forte différence selon la taille des localités et la fonction des subdélégations. Celles de Quintin et Pontivy vont par exemple accueillir près de 77% des marchands de mercerie et d'épicerie de l'ensemble de la zone que j'étudie. Et de manière plus générale, ce sont les chefs-lieux de subdélégation qui comptent le plus de marchands. Près de 40% des bouchers et des boulangers pour la zone étudiée et plus de 60% des marchands d'épicerie, de mercerie ou de toile. Donc au final, le nombre des marchands dans ces campagnes bretonnes apparaît proportionnel au niveau de population et à l'activité de la zone étudiée. Mais deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'ils travaillent, ces marchands ? Dans quelles conditions matérielles ils travaillent ? Alors cette enquête ne nous permet pas, c'est pas son objectif d'ailleurs, d'identifier le niveau d'activité des individus et les conditions dans lesquelles ils travaillent. Néanmoins, un certain nombre de remarques notées dans cette enquête nous montrent que seulement une partie des marchands va effectuer ses ventes exclusivement en boutique. Les autres vont naviguer entre une boutique, les étals des foires et des marchés, parfois n'exerçant que sur les foires et marchés, parfois travaillant aussi chez les particuliers. Alors par exemple, si l'on prend la subdélégation ou la paroisse par exemple de Montauban, qui compte moins de 3000 habitants, l'enquête va indiquer au total par exemple 27 marchands, dont 7 uniquement sont indiqués comme vendant en boutique seulement, 12 naviguent entre leurs boutiques et les foires et marchés, quand 8 vont ne vendre qu'aux foires et marchés.
Alors la répartition des professions est assez claire. Qui vend en boutique, eh bien, ce sont les marchands d'épicerie et ceux qui vendent des menus produits. En revanche, les marchands de beurre, les marchands de blé, des merceries et d'étoffes vont disposer d'une boutique, mais vont se rendre également sur les foires et marchés. Et les marchands de fil et de petites denrées telles que les œufs, la volaille, et les marchands de bestiaux, eux, ne vont fréquenter que les foires et marchés. Dans les bourgs les plus petits, qui font autour de 1000 habitants, les boutiques deviennent extrêmement rares. Dans un bourg comme Saint-Tual, qui compte à peu près 1000 habitants, on compte 9 marchands. Et par exemple, les bouchers, nous dit l'enquête, ne travaillent que chez les particuliers. Les bouchers, eux, vendent et exposent dans la ville et la paroisse, mais sans disposer de boutique. Donc finalement, on a beaucoup de ventes ambulantes de la part de ces marchands, qui fréquentent principalement les foires et marchés ou qui se rendent directement chez les particuliers. Alors ces quelques données nous montrent que pour bien des acteurs, finalement, ces foires et marchés sont nécessaires au bon fonctionnement de leur commerce. Elle est parfois leur seule alternative pour vendre. Louer une boutique coûterait probablement trop cher pour une activité qui n'est pas toujours pratiquée à plein temps. De fait, ce questionnement sur les lieux de vente va nous renvoyer à une question que j'aborderai plus tard, c'est-à-dire le temps de travail des marchands. Mais auparavant, réfléchissons sur les facteurs d'implantation des marchands. Pourquoi ils sont installés à tel endroit plutôt qu'à un autre ? Alors tout d'abord, la présence et l'implantation des marchands en milieu rural tient en premier lieu à la présence d'une clientèle, ça semble évident, susceptible d'acquérir les biens qu'ils proposent. Alors je l'ai déjà mentionné, le nombre de marchands est dans un premier temps lié au nombre d'habitants des localités. Plus la population est importante, plus le nombre de marchands l'était également, ce qui semble une évidence. Mais au-delà de ce seul critère, de la taille finalement du marché de consommation, ce que l'on aperçoit également, c'est que la composition socio-professionnelle de la population locale apparaît comme un élément assez incontournable pour comprendre également l'implantation de certaines catégories de marchands. Ainsi, les vendeurs de merceries et d'épiceries vont être implantés au plus près de la clientèle la plus solvable de la région et potentiellement aussi avide de nouveautés, à savoir les marchands de toile. Et donc là, si on regarde aussi les quelques données chiffrées que nous avons, eh bien, seules 9 localités vont accueillir, par exemple, à la fois des marchands d'épicerie et des marchands de mercerie. Et ces localités, ce sont les chefs-lieux de subdélégation et les lieux de marché aux toiles, Quintin et Pontivy étant les deux à la fois. On retrouve 18 épiciers à Pontivy, 26 à Quintin, et de la même manière, 7 merciers sont comptabilisés à Quintin, 24 le sont à Pontivy. Pontivy, par ailleurs, étant, d'après l'enquête, la seule localité qui accueille des marchandes de mode. Donc une clientèle, signe de la présence d'une clientèle suffisamment aisée pour vouloir acquérir ce type de marchandises vendues par ces femmes, donc des chapeaux par exemple, des boutons, etc. Donc c'est sans surprise dans ces villes aussi que l'on retrouve les marchands de toile les plus nombreux et une clientèle donc susceptible d'acquérir ces marchandises que l'on nomme aussi les commodités. De fait, le commerce de commodités, donc de mercerie, d'épicerie, apparaît lié à l'importance de la population et à la concentration d'une population plutôt aisée. Dans le même esprit, lorsqu'on regarde le commerce et l'implantation des commerçants de matières premières, la présence de l'élevage dans la subdélégation notamment de Montauban explique l'implantation de plusieurs types de marchands. Ainsi, on dénombre sur les 29 comptabilisés dans toutes les subdélégations que j'étudie aujourd'hui, 18 marchands de bestiaux dans cette subdélégation de Montauban. Marchands de vaches, quelques-uns vendent des moutons, des chevaux. Et le corollaire, c'est que dans la même zone, exactement, on va retrouver aussi les marchands de beurre. On va retrouver principalement ces derniers, donc à Montauban, une partie d'entre eux étant aussi localisés au Far West, un peu plus à l'ouest.
Alors pourquoi des marchands de beurre dans cette subdélégation de Montauban? Pourquoi autant de marchands de bestiaux? Parce qu'on y a de l'élevage, mais aussi parce qu'on n'est pas très loin du marché rennais. On n'est pas très loin de Rennes. Et on est le long également de la route qui relie Rennes à Brest. Et les enquêtes consulaires que j'ai pu également étudier dans ma thèse montrent que, le tribunal consulaire étant l'ancêtre, si vous voulez, du tribunal de commerce, montre que les bouchers rennais vont s'approvisionner dans cette zone de Montauban. Ils y délèguent des courtiers qui viennent régulièrement sur les marchés acquérir des bestiaux qui les ramènent à Rennes pour être abattus et pour être vendus sur le marché rennais. Donc la localisation, en tout cas la proximité de cette ville de Rennes, explique aussi le nombre de ces marchands dans la subdélégation de Montauban. Et au-delà encore de cette population, au-delà de ces marchés de consommation et de ces individus, on peut réfléchir aussi à l'importance, pour expliquer la présence marchande, de l'accessibilité des lieux. Ils apparaissent également comme un élément structurant la présence des marchands. Alors si les chefs-lieux de subdélégation sont des points de passage qui sont bien connectés au réseau routier, on a quelques bourgs qui profitent particulièrement de leur situation géographique le long d'un axe routier pour accueillir des marchands. Certains sont aussi des lieux de foire et de marché. C'est le cas, par exemple, je les ai mis en bleu ici, de Rostronin. C'est le cas aussi du Fawet, qui est situé sur un axe est-ouest qui conduit à Pontivy, qui est situé sur un axe nord-sud qui relie Lorient à Carhaix, puis à Morlaix. Et donc on va y trouver des épiciers relativement nombreux pour cette localité, 10 épiciers. On trouve aussi des marchands de tissus au Fawet, un marchand de toile et un marché hebdomadaire. Dans le même esprit, on va trouver aussi des acteurs du commerce alimentaire, notamment, qui sont plus présents dans les bourgs qui sont situés le long des axes routiers. Alors, je vais reprendre ici le cas de la subdélégation de Montauban, où sur 9 paroisses qui vont afficher la présence d'un boucher ou d'un boulanger, 9 vont être situées le long d'une route importante. Alors ici on a une carte, alors elle est peut-être pas très très nette, mais donc c'est une carte des axes routiers qui est réalisée par Roger au XVIIIe siècle, et on s'aperçoit que finalement sur 9 paroisses par exemple qui affichent la présence d'un boucher et d'un boulanger, 6 vont être situées sur la route qui relie Rennes à Saint-Brieuc ou sur la route qui relie Rennes à Loudéac. Donc parallèlement, c'est aussi le long de cette route que l'on trouve tous les marchands de beurre de la zone. Et alors, dans cette zone, Saint-Main, donc ici en bleu à l'est de la carte, se démarque particulièrement. On y trouve 2 foires annuelles, un marché hebdomadaire, 26 marchands, dont 8 sont marchands de bestiaux, des marchands de beurre, des marchands d'épicerie et d'autres marchandises, des poissonniers, des marchands de faïence, de tabac, de fer. Donc une présence importante pour un bourg de cette taille. Donc au final, des facteurs souvent complémentaires vont entrer en jeu pour expliquer l'implantation des marchands, mais néanmoins, à ce stade, cette présence marchande ne nous dit encore rien sur l'activité de ces acteurs du commerce et le dynamisme de leurs affaires. Et c'est, pour les quelques minutes qu'il me reste, cette question que j'aimerais examiner. Donc quel commerce ? Alors, la pluriactivité, elle est très présente dans les campagnes européennes jusqu'au XIXe siècle, et les campagnes bretonnes n'y échappent pas. Et la précarité et la faible étendue du marché de consommation va conduire un certain nombre d'acteurs à se lancer dans des activités marchandes et artisanales complémentaires à l'activité qu'ils exercent parallèlement. Certains vont se lancer dans le commerce pour diversifier leurs gains, pour vendre aussi eux-mêmes leur production. Dès lors, le commerce et l'activité marchande va apparaître tantôt comme une activité première, tantôt comme une activité secondaire. Et on va trouver différentes combinaisons d'activités qui vont apparaître dans notre enquête. Alors, trouver et présenter des données chiffrées des combinaisons d'activités est assez difficile, est assez laborieux, mais à défaut de vous présenter quelques chiffres, on peut voir émerger quelques combinaisons d'activités à la lecture de cette enquête. La première combinaison que l'on remarque, c'est souvent l'activité d'une vente d'une marchandise avec une activité secondaire qui est celle de laboureur.
C'est souvent le cas, et c'est même quasiment exclusivement le cas pour les marchands de la subdélégation de Montauban. À chaque fois, on nous indique qu'ils sont laboureurs également. Une autre combinaison qu'on peut trouver, moins importante néanmoins, c'est le cas de commerçants qui sont aussi artisans. Certains vont être marchands et chaudronniers, marchands de l'art et charpentiers. Alors, pour truc, ça ne va pas tout à fait ensemble, mais il n'empêche que ce sont des combinaisons que l'on observe. La combinaison la plus fréquente, c'est celle de cabaretier-aubergiste avec marchand de menus marchandises, ce qui n'est pas très étonnant, c'est-à-dire que nos cabaretiers vont vendre du tabac, des sabots, des chandelles, bref, tout ce qui peut être utile finalement à la population locale. Alors dans cet ensemble, seuls les marchands de commodités, c'est-à-dire les marchands d'épicerie, de mercerie et de draps, les marchands de toile par ailleurs, ne semblent jamais combiner leur activité avec une activité non marchande. Pourtant, dans son étude sur les manufactures de toile, Jean Martin, que vous avez pu entendre, a montré le paysage très divers de ces marchands de toile, et tous finalement ne sont pas que marchands de toile, mais en tout cas dans notre enquête de 1767, ils n'apparaissent pas comme laboureurs, alors que certains potentiellement le sont. Ils n'apparaissent pas parallèlement comme notaires, sénéchals ou officiers, alors que certains, a priori, le sont. Dans l'enquête, néanmoins, cela n'est pas indiqué. De la même manière, nos marchands, de fait, puisqu'ils sont laboureurs, puisqu'ils font autre chose, ne sont pas marchands à temps plein. Et on remarque que, pour un certain nombre d'entre eux, la vente de bestiaux ne s'effectue qu'une fois par semaine, bien entendu lors du marché. On observe aussi que les bouchers et les boulangers ne travaillent que certains jours par semaine. Alors dans la subdélégation de Montauban, le syndic nous dit par exemple qu'à Ivignac, les boulangers boulangent le samedi et le vendent le dimanche, mais le reste du temps, ils sont laboureurs. Donc cette activité n'est que partielle. Donc des combinaisons d'activités, un temps de travail de marchand qui n'est pas un travail à temps plein, et parallèlement, ce que l'on observe aussi, et je terminerai par cela, c'est que plutôt que combiner des activités marchandes et non marchandes, un certain nombre d'acteurs du commerce font le choix de diversifier les marchandises qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'ils restent marchands, mais ils diversifient beaucoup ce qu'ils vendent. Et dès lors, c'est un cumul de marchandises, somme toute très hétéroclites, qu'ils vont pouvoir mettre en vente. Et dans cet ensemble, ceux qui apparaissent comme les plus à même, en tout cas, de vendre des marchandises très diverses, ce sont les épiciers, puisque pour les subdélégations que je vous présente ce matin, on a au total 62 épiciers qui ne sont indiqués que comme épiciers, comme marchands d'épicerie. Par contre, on en a également 50 qui vendent autre chose, qui vont vendre des merceries, qui vont vendre de la toile, qui vont vendre du bois, du fer, des chandelles, du tabac, des faïences. Certains sont marchands de vin, marchands de beurre. Quelques-uns sont linotiers, donc ils vendent du lin, ce qui n'est pas tout à fait étonnant dans la région. Mais en tout cas, diversifier ces ventes permet probablement d'avoir une clientèle beaucoup plus large. Alors ce n'est pas spécifique aux subdélégations que je vous présente aujourd'hui, c'est le cas à peu près dans l'ensemble des subdélégations de l'enquête. Donc finalement, ces épiciers qui vendent beaucoup d'autres choses questionnent la définition même de ce qu'est un épicier en milieu rural, puisque qui dit épicier dit marchandise d'épicerie, mais finalement, en milieu rural, un épicier, c'est plutôt un vendeur de tout. Finalement, il débite des marchandises d'épicerie, mais sont vendeurs de tout ce dont ont besoin, finalement, les populations rurales. Et un marchand d'épicerie apparaît finalement comme celui qui vend des denrées de consommation et d'usage courant qui ne sont pas produites dans le cadre d'une économie domestique. Et donc, cette diversité nous renvoie à la fortune très diverse de nos acteurs. Alors, la plupart d'entre eux apparaissent comme des détaillants pauvres et sans envergure. Les seuls qui semblent se démarquer dans notre zone sont quelques marchands de toile qui apparaissent pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas vivant somme toute correctement et enrichis grâce au travail notamment des tisserands ruraux, mais globalement, à l'ensemble et à l'échelle de notre enquête, la plupart de nos marchands apparaissent comme fragiles. Certains tombent parfois dans la mendicité lorsque la
conjoncture est mauvaise et le travail de la terre apparaît comme essentiel, en tout cas pour subsister pour beaucoup d'entre eux. Donc pour conclure, eh bien, cette enquête de 1767, elle apparaît comme une source d'une grande richesse qui donne à voir la pluralité, la complexité du monde marchand en milieu rural, un monde qui reste au contour flou, où l'activité commerciale des ruraux va être souvent plurielle, souvent ponctuelle, parfois aussi réversible. Cette enquête permet de dresser le portrait d'une Bretagne rurale organisée autour de petits pôles urbains, qui sont à la fois chefs-lieux de subdélégation, lieux de foires et marchés, points de passage incontournables et centres d'une activité industrielle ou agricole. Alors bien sûr, cette source, elle mérite encore du travail, et en premier lieu, une exploitation totale finalement de ces données. Elle demande aussi, bien entendu, et davantage que je n'ai pu vous montrer aujourd'hui, à être croisée, à être comparée avec d'autres documents, et notamment avec une enquête, alors qui ne recouvre pas tout à fait la même zone géographique, mais qui est dans le même esprit, une enquête qui est faite 17 ans plus tôt, en 1750, par l'intendance, et une enquête qui mérite aussi d'autres comparaisons, notamment avec des données de la période révolutionnaire qui existent, et cela permettrait sans doute de mesurer une évolution finalement du monde marchand dans ces campagnes bretonnes. Et donc je m'arrêterai ici, puisque j'ai déjà, somme toute, bien écoulé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, et je te remercie d'avoir aussi tenu le temps parfaitement et d'avoir écarté l'emballe de ta zone d'études, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller regarder à l'emballe ce que tu n'as pas regardé aujourd'hui, c'est très bien. J'avais deux petites questions, deux précisions avant de passer le micro à la salle. Les marchands qui fonctionnent uniquement, qui ne vendent que chez les particuliers, c'est-à-dire qu'ils font du porte-à-porte? Oui. Et on le retrouve, alors c'est une pratique qui est courante, mais c'est une pratique qui s'effectue aussi, on le retrouve, y compris les jours de foires et marchés. C'est-à-dire pour éviter en fait de payer sa place au marché, on va faire du porte-à-porte, les marchands s'y retrouvent financièrement. Donc ça, c'est plutôt courant, et on le retrouve notamment chez les bouchers, en fait. On va directement, en milieu rural, les bouchers se rendent directement chez les particuliers. Merci. Et donc, deuxième question, dans les combinaisons, on ne retrouve aucun marchand de toile qui soit également tisserand? Alors, ça n'est pas indiqué. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est toutes les limites, en fait, d'une enquête comme celle-ci, c'est-à-dire que on est tributaire de la réponse des syndics qui vont donner parfois la combinaison d'activités, qui parfois vont donner une des deux activités sans préciser laquelle domine sur l'autre. On peut imaginer qu'ils donnent l'activité principale, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de combinaison d'activités. Donc c'est pour ça que ces enquêtes, elles sont extrêmement intéressantes. Elles sont importante parce que, notamment dans des zones rurales comme celle que je viens de vous présenter, lorsqu'on regarde les données de la capitation, qui permettraient d'avoir finalement une vue globale des activités, autant la capitation, vous avez la mention des activités lorsque vous regardez la capitation d'une ville. Par contre, en zone rurale, vous avez simplement le nom des individus, mais sans l'activité qu'ils effectuent. Donc, l'avantage d'une enquête comme ça, c'est que sur une zone relativement large, on peut travailler, on peut produire des données chiffrées, chose qui n'est pas possible en fait en zone rurale lorsqu'on regarde la capitation. Il faudrait en fait, pour être totalement précis sur les zones rurales, aller voir d'autres sources, bien entendu, des inventaires après décès, d'autres données. Je vais me poser une double question. La première, c'est quelle est la nature exacte des produits commercialisés et quelle est leur origine géographique? Est-ce que c'est une production uniquement locale, mais le taux dividende des toiles, par exemple, viennent forcément de plus loin? Et donc, est-ce qu'on a des indications sur les taux de
de répartition de ces produits entre la production locale et celle qui vient de plus loin. Et question subsidiaire, vous n'avez pas évoqué, vous avez parlé éventuellement de transfert de la production de beurre vers Rennes. Quel est l'état des routes dans toutes ces zones-là, à cette époque-là? Alors, pour la provenance et pour la circulation des marchandises, dans l'enquête, on n'a rien. D'accord ? L'enquête, c'est uniquement une enquête sur les acteurs. Donc, on a des marchands dans telle paroisse, on a tant de marchands, c'est tout. Donc, quelques subdélégués et quelques syndics de paroisse vont noter des éléments supplémentaires, mais ce sont vraiment des données brutes et statistiques. Donc, on ne sait pas d'où viennent les marchandises, qu'est-ce qu'ils vendent, ça n'est absolument pas indiqué. Donc, c'est une des grandes limites de l'enquête, bien entendu. Après, pour voir comment ce commerce fonctionne, il faut aller voir d'autres sources, il faut aller voir les vendeurs, en fait. Il faut avoir des données sur les marchés, bien entendu, ou alors il faut avoir des données sur les acteurs du commerce en tant que tel, sur un marchand de toile qui va avoir des données comptables, qui va nous dire, voilà, moi, ou alors donc, pour lequel on va voir qu'il a des relations avec tel endroit, ce qui va permettre de retracer un réseau, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'enquête. Et donc pour répondre à la deuxième partie de votre question, quel est l'état des routes? Alors tout dépend de quelle route. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si ça se voit très bien, les différentes routes. Alors vous avez ce qui correspond aujourd'hui quasiment aux principales routes Evo Express qu'on a en Bretagne, mais vous avez les routes qui sont les plus praticables, puisqu'elles ont été élargies en 1761 sur demande de l'intendant. Donc vous avez la Rennes, Saint-Brieuc, Guingamp, Morlaix, Brest, même chose dans le sud. Donc celles-ci, ce sont des routes de poste, donc elles sont praticables. Après, effectivement, dès qu'on quitte ces belles routes de poste, ça devient nettement plus compliqué. Ça devient plus compliqué au point que vous avez un certain nombre de routes, ce sont notamment celles qui apparaissent, alors je ne sais pas si c'est fort clair, mais en pointillé ici, pour lesquelles vous avez des marchands qui ne font circuler leurs produits qu'en convoi, parce qu'il faut, pour les côtes, une simple charrette ne suffit pas, il faut atteler davantage d'animaux. Et notamment, il existe aux archives départementales d'Ille-et-Vienne un document là-dessus qui est assez intéressant, parce que, donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où il indique en fait tous les points de passage difficiles, considérés comme tels, du moins pour la Bretagne, et pour lesquels les transporteurs sont autorisés à atteler un nombre important d'animaux pour pouvoir passer les côtes. Et lorsqu'on fait la liste finalement de tous les endroits où on peut passer et on peut atteler davantage d'animaux pour passer les côtes, c'est quasiment toutes les routes bretonnes, quoi. Donc, excepté ces fameuses routes de 60 pieds de large qui sont élargies dans la deuxième moitié du siècle. Mais le nombre en fait de routes qui sont en très mauvais état, c'est extrêmement important. Les marchands, il y a un certain nombre de documents qui nous montrent. Alors j'ai en tête notamment la route, y compris, une route qui a priori est plutôt en bon état, mais la route de Rennes-Saint-Malo, où régulièrement en fait, les négociants se plaignent de l'état des routes, notamment en hiver, où les trous sont importants et finalement ça ralentit le commerce. Ça ralentit le commerce, donc demande à l'intendance de réaménager cet ensemble. Mais l'état des routes est très mauvais dès lors qu'on quitte les routes principales et principalement en hiver lorsqu'il a plu, où là, on fait des à-côtés sur les champs et ça peut créer des problèmes avec les acteurs les acteurs locaux, et on en trouve là à ce moment-là des sources dans les archives. Une deuxième question pour monsieur. Oui, dans les commerces que vous avez étudiés, vous n'avez pas, semble-t-il, pris en compte les nomenclatures modernes qui distinguent les activités de commerce associées à des métiers qui relèvent de la Chambre des métiers, par exemple, et les activités de commerce pur.
Est-ce que c'était possible de le faire, sachant que par derrière, il y a la notion de conservation des produits qui peut justifier la distinction entre le métier et le commerce pur, l'un travaillant sur un matériau à durée limitée, la maîtrise de la durée du produit, de la durée de conservation du produit d'ailleurs, a fait la fortune de l'Oudéac, fait la fortune de l'Oudéac avec son activité agroalimentaire. On peut conserver, on peut envoyer plus loin, mais n'y a-t-il pas une réflexion à faire complémentaire au travail de base que vous avez fait, qui est un excellent humus, entre ces différents corps d'activité? Vous parliez de boulangers qui travaillaient une fois par semaine, c'est lié à des problèmes de conservation, tout ça, et aux habitudes des ruraux de consommer le pain, et le boucher, la viande ne se conserve pas, donc on préfère laisser ce risque aux propriétaires de la viande, mais cette notion de métier relativement au commerce pur, qui est actuellement parfaitement séparé, parce que je vous ai dit, il y a une chambre de métier et une chambre de commerce, est-ce que ça... On va laisser Sclérène répondre. Alors, quand on travaille sur une source d'utilité, j'ai pris les métiers pour ce qu'ils sont et pour la manière dont ils sont déclarés. C'est-à-dire que dans la source, ils sont déclarés comme tels. Après, distinguer, on pourrait affiner la typologie, bien entendu, mais uniquement avec les données dont on dispose, c'est très compliqué, parce que vous parlez effectivement des boulangers. Alors il y a la question de la conservation du pain qui se pose, mais quand on regarde, alors c'est pas notamment dans les subdélégations que j'ai évoquées ici, mais il y a la question du marché de consommation aussi. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, on a la question de la conservation, on ne pratique pas tous les jours la boulangerie, mais dans les zones étudiées, on n'a pas le marché de consommation pour vendre tous les jours du pain. Donc de fait, ça n'est pas une activité qui est rentable à réaliser au quotidien non plus. Donc on a ces limites-là, en fait, si vous voulez, avec les données qui nous sont proposées dans l'enquête et qui, simplement, au regard et sans aller creuser avec d'autres sources, ne nous permettent pas de trancher toujours sur le détail de l'activité des uns et des autres. Donc c'est vrai que, dans un premier temps, j'ai gardé les appellations pour ce qu'elles sont, et en n'essayant pas de calquer une typologie qui pourrait être une typologie contemporaine sur des données qui sont celles du XVIIIe siècle et pour lesquelles on ne peut pas affiner en fait et nécessairement toujours les activités, tout simplement, pour l'instant. Une dernière question. Oui, je voulais savoir si le domaine d'Auray était dans cette enquête. Alors, je ne les ai pas encore totalement et définitivement épluchés, mais oui, si vous regardez, la zone d'Auray fait partie de l'enquête, donc on a les données pour la subdélégation d'Auray, Oui, tout à fait. Je travaille sur la presqu'île de Quiberon depuis 20 ans, Oui. et donc j'ai j'ai quand même pas mal d'informations sur les marchands. Bien sûr. Et autant dans le centre Bretagne, une partie des marchands s'appuyaient en partie sur les laboureurs, sur la presqu'île de Quiberon, une partie des marchands s'appuyaient sur les maîtres de marque. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc ça m'intéresse également de rentrer dans cette enquête, au moins pour Quiberon. Ah bah si vous voulez les données, il n'y a aucun problème. Je vais avoir ça sur une clé USB quelque part. Alors, merci à nouveau Sclérène, dont la communication. Il y a une dernière question. Alors, très courte. Oui, merci. Je vous écoute tout à l'heure dans l'enquête. Est-ce que vous avez pu identifier les circuits des produits d'importation, surtout qui étaient fortement taxés, comme le tabac, les vins, le chocolat, qui étaient donc les nouveaux produits d'importation, et les indiennes? Alors, là encore, l'enquête ne nous donne pas ça. Par contre, on retrouve les circuits
à partir du moment où on va voir les marchands de la zone, parce que l'enquête ne va donner aucune donnée là-dessus. Hein, c'est vraiment voilà, l'intendant demande une liste des marchands, uniquement. Donc après, lorsqu'on va voir les dossiers de faillite, par exemple, on va pouvoir avoir des données comptables et retrouver les relations en fait, d'un certain nombre d'acteurs du commerce qui permet de retracer des réseaux. Après, alors moi j'ai pas travaillé, vous parliez du tabac, j'ai pas travaillé sur ce produit-là. Les données des traites donnent des éléments sur la contrebande du tabac, mais dans l'enquête, en tout cas, on ne trouvera rien sur les réseaux du commerce en tant que tel. On va trouver sur les acteurs, sur ce qu'ils font, on va trouver finalement une typologie des activités sur l'ensemble. Mais après, une fois qu'on a ça, il va falloir aller trouver d'autres sources pour refaire ces réseaux-là. On n'a pas de source qui va nous donner, ça serait formidable, hein, mais les réseaux du commerce, en fait. On va avoir un certain nombre d'enquêtes d'intendance, on va avoir l'enquête de 1733 de l'intendance, par exemple, qui va nous dire, voilà, dans telle zone, on fait tel commerce, ça vient de tel endroit, mais jamais avec énormément de précision. Pour avoir les acteurs et leur réseau, il faut aller voir leurs données. Donc, ou leur dossier de faillite, ou alors des dossiers qui sont déposés pour un certain nombre d'acteurs principaux du commerce dans les fonds des familles, par exemple. Merci beaucoup, Sclérène, de ta communication clôt en beauté ce congrès. Merci à vous. Et on t'en remercie beaucoup.